La plateforme Miaramanons a reçu comme invité aujourd'hui Adzwanji Nanarvel, le président du parti politique malagasy Miaramieng, un politicien qui a occupé un poste au sein du gouvernement au cours de la période de transition. Les deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle se sont livrés hier à un débat télévisé musclé. Comme prévu, les réactions des citoyens ne se sont pas fait attendre. Pour la plupart, ils attendent que le prochain débat soit centré sur une discussion qui porte sur le programme de chaque candidat. Et ultime entretien à l'Elysée pour peaufiner sa réponse aux Français. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à domicile les présidents d'associations, les locaux de l'Assemblée et du Sénat. Ils livreront ensuite ses mesures concrètes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. La plateforme Miaramanons a reçu comme invité aujourd'hui Adzwanji Nanarvel, le président du parti politique malagasy Miaramieng, un politicien qui a occupé un poste au sein du gouvernement au cours de la période de transition. Et aujourd'hui, il a apporté la lumière sur des propos mensongers tenus par le candidat Marc Ravalomanana hier lors du débat présidentiel. Reportage de André Arsan. Hier, au cours du débat présidentiel diffusé par la chaîne audiovisuelle nationale, le candidat Marc Ravalomanana a déclaré avoir donné 5 milliards à Andratswil pour la construction de l'hôtel de ville d'Antananarivo. Je me rappelle que vous et Norbert Lalaratsiraoun êtes venus me voir à Mboutsrouach pour me demander de l'aide pour la construction de l'hôtel de ville et je vous ai donné 5 milliards pour cela. Monsieur le Président Ravalomanana. Le président du parti malagasy Miaramieng et vice-primature chargé de l'aménagement du territoire au cours de la période de la transition a souligné qu'aucun budget provenant de Marc Ravalomanana n'a été utilisé pour la construction de cette infrastructure. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'en 2009, au moment du début de la construction de l'hôtel de ville d'Antananarivo, Marc Ravalomanana n'était plus au pouvoir. Ni le ministère de l'aménagement du territoire, ni l'État n'avaient dans leur projet la participation à cette construction avant la période de transition. C'est le budget du ministère qui a dû être réaménagé afin de pouvoir achever cette construction pendant la transition. En 2009, nous avons donné près de 4 milliards 850 millions à la commune urbaine d'Antananarivo pour payer les factures de l'entrepreneur en charge de la construction. Nous avons rajouté 2 milliards d'ariars en 2010. En ce qui concerne le parvis et les autres aménagements extérieurs, ainsi que le lustre qu'il y a à l'intérieur, ils ont été payés par Andratswil lui-même. Voilà ce qui s'est réellement passé, le reste n'est que mensonge. Marc Ravalomanana a également déclaré hier qu'il était prêt à mettre en place une décentralisation effective. Je remettrai à nouveau sur pied la décentralisation effective. Il faut mettre en place un gouvernement central, mais également un gouvernement local. Tout cela accompagné des progrès technologiques pour un développement rapide. Des propos qui ont étonné le président du parti malagasy Miaramieng. La constitution d'aujourd'hui est celle qui met le plus en valeur la décentralisation. Je suis donc étonnée d'entendre Marc Ravalomanana parler des délégués communes et des Fouktan, alors que c'est lui qui a mis en place une loi pour exiger que le chef du Fouktan soit nommé. Et nous avons ensuite fait en sorte que le chef du Fouktan soit élu. J'ai été maire pendant 3 mandats et Marc Ravalomanana a interdit qu'une élection communale se fasse à Sainte-Marie, à Fort-Dauphin ou à Nosbé. Et maintenant, il parle de décentralisation effective. Rappelons aussi que dans la commune rurale d'Anzev à l'époque et la commune urbaine d'Antirabé, seuls les candidats du parti TIM ont pu se présenter à l'élection. Pour exprimer leur désapprobation, les électeurs ont voté blanc, des voix qui ont battu ceux obtenus par les candidats TIM.
Ce politicien, qui à l'époque de la transition occupait un poste au sein de la vice-primature en charge du ministère de l'Aménagement du Territoire, a tenu à rappeler ce qui s'est passé au sein de ce ministère. Lorsque j'ai pris en charge le ministère de l'Aménagement du Territoire, j'ai fait savoir que les fonctionnaires sont libres, que ce soit sur la religion ou leur choix politique. C'était une consigne de André Zouel, mais également un de mes principes. J'ai été maire, je sais comment diriger le ministère de l'Aménagement du Territoire, je connais les problèmes de ce ministère. J'ai dit aux fonctionnaires à l'époque que j'étais là pour mettre en place la décentralisation effective et aider au développement de chaque district, et tout ce qui était impliqué dans une affaire de corruption devaient répondre de leurs actes. Le lendemain, le directeur administratif et financier n'est plus revenu, ce qui m'a amené à me demander ce qu'il a fait. Au fil du temps, cela s'est expliqué, comme l'affaire d'Indouta Pénac, où l'argent de l'État a servi à faire des remblais pour le compte d'une entreprise privée, ou encore lorsque des milliards ont été transférés des caisses de l'État vers les comptes de la présidence sans aucune raison précise. Azondiane Narvel a également renforcé lors de son passage sur la plateforme Miarmanounds qu'un menteur ne mérite pas d'être élu chef d'État. Et les deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle se sont livrés hier à un débat télévisé musclé. Et comme prévu, les réactions des citoyens ne se sont pas fait attendre. Pour la plupart, ils attendent que le prochain débat soit centré sur une discussion qui porte sur le programme de chaque candidat. Reportage. Chaque citoyen a son avis sur le face-à-face qui a eu lieu hier entre les deux finalistes de l'élection présidentielle, André Zouel et Mark Ravalmanan, diffusés en direct sur la radio et la télévision nationale. D'après le débat d'hier, les arguments et le programme du candidat André Zouel se démarquent particulièrement. J'attends de voir le prochain débat. Mais pour l'instant, je suis plus convaincue par l'IEM. J'ai travaillé, donc j'ai raté le débat d'hier. Ce que j'attends du prochain chef d'État, c'est qu'il restaure la sécurité et améliore le plan social. Les citoyens ont attendu que chaque candidat développe leur programme. Selon un politicien, ce débat a permis de voir lequel s'est réellement préparé. Ce débat a montré que ces deux candidats sont très différents. L'un possède un véritable programme, tandis que l'autre non. Hier, l'ancien président Mark Ravalmanan n'a donné aucun argument solide. Il n'a fait que répéter qu'il est capable de telle ou telle chose, qu'il connaît les membres de telle ou telle entité, sans répondre aux questions qui lui ont été posées. Comme le dit un article du journal Express, Radzouel incisif, Ravalmanan brouillon. Ravalmanan a réellement été un brouillon, le programme de Radzouel est clair. S'il s'agissait d'un match de foot, le score aurait été de 5-0 en faveur de André Zouel. D'autre part, d'après l'avis du Comité national pour l'observation des élections ou KMF CNOE, pour le prochain débat télévisé, il est essentiel que chaque candidat renforce leurs arguments. Les gens avec lesquels nous avons pu discuter aujourd'hui ont plutôt été déçus de la tournure du débat d'hier. La population a espéré que ce débat porterait principalement sur les détails du programme de chaque candidat, mais hier ce n'était pas le cas, c'était plutôt une attaque mutuelle, un règlement de compte. Nous espérons qu'au prochain face-à-face, ils se rattraperont en tenant des arguments plus matures. Nous sommes actuellement dans la seconde et dernière semaine de la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Un autre débat présidentiel aura lieu le 16 novembre prochain. La population veut placer à la tête de l'État une personne avec un programme efficace qui puisse sortir le pays du gouffre. Et pour l'instant, c'est le programme du candidat numéro 13 qui semble convenir à la majorité. Et actualité économique, depuis 5 jours, plusieurs stations-service sont la pénurie en rupture de stock. Résultat, les consommateurs doivent faire la queue auprès de ceux qui disposent encore d'une réserve de carburant. Et pour l'instant, la date d'un retour de la situation à la normale n'est pas encore clairement déterminée. Reportage de Mian Tarangianev. La pénurie d'essence se poursuit. Les consommateurs font la queue auprès des stations d'essence. Depuis la semaine dernière, de nombreuses stations sont en rupture de stock. Les transporteurs sont les principales victimes de la situation.
Si ce problème persiste, cela risque d'avoir un impact conséquent sur le quotidien de la population, selon les explications. Il n'y a pas d'essence, nous nous informons régulièrement pour avoir des nouvelles. Nous achetons de l'essence en fonction de l'argent que nous gagnons. Si cette situation persiste, nous ne pourrons bientôt plus travailler. J'achète environ 3 à 5 litres d'essence par jour. Pour l'instant, les raisons des problèmes de livraison auprès des stations-service des carburants restent encore floues. Les réserves restantes vont plus suffire si le problème persiste. Il nous en reste encore un peu, mais nous serons bientôt à court et nous ne savons pas quand tout cela reviendra à la normale. Actuellement, nous écoulons 4000 litres tous les 2 jours, alors qu'il ne nous reste plus que 800 litres. Selon les explications d'un directeur au niveau du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, cette rupture serait due au retard d'un bateau à Tuamas. Toutefois, la situation devrait actuellement être rétablie. Et actualité sociale, depuis près de 2 mois, de nombreux habitants se plaignent d'un délestage d'au moins 3 heures par jour. Une panne de courant dont est victime presque tous les Fouktans de la capitale, selon les explications. Et les personnes qui travaillent pour leur propre compte sont ceux qui sont le plus à plaindre. Reportage. Le problème du délestage persiste dans la capitale. Quasiment tous les Fouktans en sont victimes. Ces coupures de courant ont empiré au cours de ces 2 dernières semaines. À part les dommages des équipements électriques, ces coupures impactent également sur la source de revenus de nombreux travailleurs indépendants. C'est le cas par exemple pour Idriss, un barbier de 67 hectares. La plupart de mes clients partent parce qu'ils sont pressés et ne peuvent pas attendre que le courant soit rétabli. Ces pannes d'électricité fréquentes finissent par porter atteinte à ma source de revenus. Depuis la semaine dernière, ces coupures sont de plus en plus fréquentes et parfois elles peuvent durer jusqu'à 3 heures. Il en est de même pour René. Les délestages ne lui permettent pas de répondre de manière satisfaisante aux demandes de ses clients. Moi, je charge des batteries et les délestages affectent mon travail. Mes clients se plaignent de la qualité de mes services parce qu'à cause des coupures, les batteries ne chargent pas correctement. Cela affecte ma relation avec mes clients. La population exhorte les responsables à agir car outre les coupures d'électricité, les coupures d'eau courante sont également devenues un problème. Et avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui est célébré les 70 ans de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte a été adopté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris. Et à Madagascar, les résultats sur des enquêtes menées sur de nombreuses affaires portant entorse aux droits de l'homme sont encore attendus, à l'instar des homicides commis à Buimahassou, à Falafangan ou encore l'emprisonnement de quelques défenseurs des droits de l'homme. Et d'autre part, les entités telles que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la Haute Cour de justice, le pôle anticorruption ou encore le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ne suffisent pas à défendre les droits de l'homme, selon les idées exprimées aujourd'hui lors de la célébration de cet événement. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Ultime entretien à l'Élysée pour peaufiner sa réponse aux Français. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à domicile les présidents d'associations, les locaux de l'Assemblée et du Sénat. Ils livreront ensuite ces mesures concrètes. Reportage de France 24. Une réunion capitale, on peut aussi noter la présence des principaux syndicats et des principaux représentants du patronat. Pour Emmanuel Macron, c'est évidemment un moment très important, un moment majeur même de son quinquennat, c'est ce que soulignent beaucoup d'observateurs. Alors évidemment, qu'attendre de ces mesures qui ont été plus ou moins annoncées par l'entourage d'Emmanuel Macron? Eh bien évidemment, des coups de pouce, de l'aide à ceux qui sont dans la difficulté, notamment ces gilets jaunes qui manifestent depuis plusieurs semaines. Alors il y a plusieurs pistes, notamment un coup de pouce, une prime exceptionnelle qui pourrait être attribuée en cette fin d'année et qui pourrait être défiscalisée. On parle aussi justement du retour des heures supplémentaires défiscalisées. C'était quelque chose qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy avant d'être supprimé par François Hollande. Eh bien, elle pourrait réapparaître. On parle également d'une prime mobilité parce qu'une grande partie des travailleurs se rendent sur leur lieu de travail en voiture.
mesure, c'est un coup de pouce qui pourrait être donné. Et puis évidemment, on parle aussi de ceux qui ont pâti de ces semaines de manifestations, les commerçants qui pourraient aussi recevoir des aides pour évidemment faire face, puisque cette période de l'année est théoriquement celle où ils font des bénéfices importants. Et ces bénéfices ont été largement grévés par ces manifestations. Donc c'est l'ensemble des pistes qui sont étudiées. Par contre, pas de coup de pouce pour le SMIC, le salaire minimum. Il y aura une augmentation de 1,8% qui était prévue à partir de janvier prochain, mais pas de coup de pouce. C'est Muriel Pénicaud qui l'a souligné. Et puis évidemment, un certain nombre de manifestants ont exigé le retour de l'impôt sur la fortune, l'ISF. Mais là aussi, très peu de chances de voir leurs revendications couronnées de succès. En tout cas, ces mesures devront être mises en place rapidement si Emmanuel Macron veut faire taire la colère qui a gagné beaucoup d'esprit ces dernières semaines. Et la garde à vue de Carlos Ghosn prolongée, le patron de l'alliance Renault, Nissan et Mitsubishi, est poursuivi pour dissimulation de revenus entre 2010 et 2015. Reportage de France 24. Depuis son arrestation il y a 3 semaines, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Carlos Ghosn. Soupçonné de fraude financière par le parquet de Tokyo, le PDG de Renault et ancien président de Nissan est inculpé ce lundi et de nouveau placé en état d'arrestation. L'inculpation concerne la période entre 2010 et 2015, durant laquelle Carlos Ghosn est accusé de n'avoir déclaré que la moitié de ses revenus, soit seulement 38 millions d'euros sur 78 millions. Mais les accusations ne s'arrêtent pas là. Le PDG de l'alliance Renault-Nissan est aussi soupçonné d'avoir minoré ses revenus entre 2015 et 2018, ce qui lui vaut de voir sa garde à vue prolongée pour une durée qui pourrait atteindre 23 jours. En détention depuis le 19 novembre, Carlos Ghosn ne devrait pas pouvoir être libéré sous caution et risque 10 ans de prison. Également dans le viseur des autorités japonaises, Nissan, inculpé pour fausses déclarations dans ses rapports financiers annuels. Le constructeur japonais, qui a remis les rapports incriminés aux autorités boursières, est poursuivi en tant qu'entité morale. L'entreprise, qui avait démis Carlos Ghosn de ses fonctions dès sa première arrestation, a déclaré qu'elle collaborait avec les autorités. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.